6e conférence des partis sur les changements climatiques, nous y sommes, le Bénin y prend une part active avec une forte délégation. Monsieur le ministre, vous êtes bien évidemment le chef de cette délégation. Merci de nous accorder cet entretien à Glasgow, au cœur même de cette grand-messe climatique. J'anime cet entretien avec ma collègue Antoinette Sabo de ODT Bénin TV. Bonjour Antoinette. Bonjour William Tchoki. L'atténuation, l'adaptation, le transfert de technologie, la finance climatique, l'article 6 de l'accord de Paris sont entre autres les thématiques abordées pendant les conférences des partis. La COP26 est plus que jamais le dernier virage pour élever très haute l'ambition climatique. Et nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission spéciale le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, M. José Tonato. Bonjour. Bonjour Madame Sabo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté de m'écouter. Merci. Monsieur le ministre, quelles sont les raisons qui expliquent la participation du Bénin à la COP26 ici à Glasgow? Les raisons sont totalement simples. D'abord, le Bénin est un pays membre des Nations Unies. Et donc, en tant qu'État membre, c'est une convention des Nations Unies, c'est une rencontre des Nations Unies. Et là, nous parlons de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Vous savez très bien que le Bénin a ratifié le protocole de Kyoto et ensuite l'accord de Paris. Exactement. Donc le Bénin est un État partie et donc c'est une rencontre statutaire à laquelle nous assistons normalement. Ça, c'est la toute première raison. Et qu'il vous souvienne qu'il y a quelques semaines, quelques mois, le dernier rapport du GIEC, qui est le groupe des experts sur le climat, a tiré sur la sonnette d'alarme pour dire que, attention, nous allons rater de toutes les façons le coach du maximum de 1,5 degré à l'horizon prévu, que nous allons vers 2, voire au-delà. Donc, tous les clignotants sont au rouge. Donc, la situation est préoccupante au niveau international et encore plus en Afrique, parce que vous savez que les États africains sont les États les plus vulnérables. Et là, j'en viens à la troisième raison, c'est que nous avons des raisons supplémentaires d'être là, parce que le Bénin fait partie des États les plus vulnérables. Nous connaissons notre cas de vulnérabilité sur plusieurs sens, sur l'agriculture, sur les inondations, sur l'érosion côtière et sur un certain nombre de choses. Donc, il est normal que les États qui sont les plus atteints par les effets néfastes du changement climatique soient là pour porter leur voix. Et enfin, je dirais que la raison fondamentale qui justifie de ma présence, c'est que quand même depuis 5 ans, il y a plein de choses qui se font au Bénin. On parle souvent du programme d'action du gouvernement et je me suis rendu compte que notre programme d'action du gouvernement est fondamentalement sensible au DD, sensible au changement climatique, sensible au développement durable. Les projets que nous portons, les programmes que nous portons sont automatiquement alignés sur ce critère-là. Et il est bon que le Bénin partage avec les États du monde entier son expérience que nous fassions et ses ambitions. Voilà la raison fondamentale pour laquelle, au-delà des 3 autres, je suis présent ici. Alors, c'est vrai que notre pays prend, je l'ai déjà dit dans l'introduction, une part active. Alors, quels sont les enjeux de cette COP26 pour notre pays et pour les autres pays du monde? Les enjeux, j'ai commencé à le dire. Le principal, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Exactement. Vous savez que l'Afrique ne comporte pas les pays qui sont les plus gros pollueurs, les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Mais depuis l'accord de Paris, tout le monde s'est entendu pour dire nous allons prendre des engagements, pour dire à tel horizon nous allons réduire de temps. Et quand on a fait un bilan à mi-parcours, on s'est dit non, il faut aller encore plus loin dans ces contributions déterminées au niveau national. Le Bénin est passé d'un effort de, je crois, 17% à 20%. Vous avez entendu la dernière fois que depuis l'arrivée du président Biden, l'Amérique passe de 50 à 52%. Oui, exactement. Et donc, il est d'abord question de réduire fondamentalement les émissions de gaz à effet de serre. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous faisons au Bénin pour réduire ces émissions-là? Vous avez certainement appris que le Bénin, qui était émetteur, est devenu puits de carbone. Nous avons posé des actes précis en matière de reforestation, en matière de promotion du reboisement intensif, en matière de la foresterie urbaine, s'il vous plaît, en matière de lutte contre la protection, de lutte contre l'érosion côtière, les inondations,
en matière de régénération de toute la zone des mangroves, puisque nous avons deux zones humides. Globalement, nous avons aujourd'hui un programme forêt classée que nous conduisons avec certains partenaires clés, dont la Banque mondiale, qui adresse 14 forêts classées qui sont en dégradation avancée. C'est un ensemble de choses que le Bénin a fait de façon constante depuis 5 ans, qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons venir à la COP et dire nous étions émetteurs, aujourd'hui nous sommes... Non, le Bénin était plus de carbone, mais avec la troisième communication, nous devenons émetteurs. Et donc, du coup, vous devrez prendre des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes redevenus puits. Depuis quand, puisque nous n'avons pas cette information? Nous sommes redevenus puits, et le directeur général de l'environnement et du climat vous le dira, que nous sommes redevenus puits depuis l'évaluation 2020. Absolument. Donc, c'est une bonne information pour nous. Quels sont ces impacts? L'impact, c'est que nous allons continuer les actions sur lesquelles nous sommes en matière de régénération de nos forêts classées, en matière de lutte pour une meilleure gestion des terres dégradées, en matière de foresterie urbaine, et en matière de promotion. Vous avez dû observer que, à travers des projets comme on appelle le projet asphaltage, le projet assainissement, nous sommes en train de faire une promotion systématique de tout ce qui est espace paysager, espace vert. Si vous prenez le boulevard de la Marina, avec les espaces qu'il y a autour, l'aménagement paysager, la promotion du vert est devenue une dimension essentielle de tous les projets urbains, et pas seulement urbains, au-delà. J'aurais pu citer des projets comme le PAGEFCOM qui promeut les forêts communales, et je peux aller plus loin avec la régénération des parcs comme la Pendjari et le W. Donc, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, nous avons une démarche fondamentalement climatique et qui fait que, bon... William, monsieur le ministre nous parle de la justement foresterie. Des forêts. C'est vrai que c'est une question très Au Bénin, brûlante. nous n'avons pas l'impression que nous avons vraiment un poumon vert au Bénin, puisque le 1er juin est devenu certainement une tradition. Où on a l'impression que c'est du théâtre. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se fait pour rendre nos villes un peu plus vertes? Je suis étonné quand vous dites que vous n'avez pas l'impression qu'on passe à une étape de foresterie urbaine, simplement. Vous savez également que depuis 2016, les journées de l'arbre ne sont plus un folklore, puisque chaque année, je présente en Conseil des ministres le bilan des actions cumulées sur 35 ans des journées de l'arbre. Nous avons des statistiques précises sur le taux de survie des arbres plantés. Aujourd'hui, nous tournons autour de 75%, globalement pris. Et donc, ce n'est plus vraiment du folklore. Vous verrez, vous connaissez très bien le gouvernement qui est en place aujourd'hui. Vous me connaissez sur le terrain. Je ne me déplace pas pour faire du folklore. Les eaux et forêts savent très bien que pour me voir à la journée de l'arbre, il faut faire un minimum. Et que je veux avoir, pour autoriser la journée d'une année, il faut présenter le bilan de l'année précédente à tout le gouvernement. Surtout en ce qui concerne l'entretien de cette Surtout en ce qui concerne l'entretien. Et vous verrez qu'aujourd'hui, les dispositifs, avant on allait planter, on laissait les arbres brunir. Aujourd'hui, sur chaque plantation, nous avons des PME, nous avons des associations qui s'occupent de l'entretien et qui ont des contrats avec les eaux et forêts. Donc ce n'est plus du folklore, comme vous le dites, j'aime bien le terme, mais bon. Bon, monsieur, c'est vrai qu'il y a trop d'efforts qui sont faits par le Bénin pour restaurer son couvert végétal, mais chaque année, on nous dit qu'il y a au moins 60 000 hectares de forêts qui sont dégradés. Et quand vous quittez le nord pour Cotonou, il y a souvent des vendeurs de charbon. Est-ce qu'il y a une action précise pour arrêter cette pression qu'on exerce sur ces Personne n'oubliera que le tout premier Conseil des ministres du gouvernement du président Talon a permis d'interdire l'exportation sauvage du bois. Ça, au niveau mondial, les gens nous ont félicités pour ça. C'est beaucoup d'actions que nous faisons qui ne sont peut-être pas visibles pour le Béninois lambda. Ne serait-ce que la taxation sur l'exportation du bois aujourd'hui rend le bois du Bénin invendable à l'extérieur. Simplement. C'est-à-dire que le bois qui est transformé, un seul niveau de transformation est frappé à près de 50% de taxes. Le bois qui est transformé jusqu'au 3e degré n'est frappé qu'à 5% de taxes. Ça veut dire que nous exigeons que le bois qui va sortir ait eu une valeur ajoutée ici, soit traité et favorise non seulement les artisans, mais également les industries du bois qui sont implantées au Bénin. Et non l'exportation sauvage qu'on avait de gens qui n'avaient pas d'engagement vis-à-vis
du reboisement aujourd'hui. Bref, c'est des données qui sont conduites de façon structurée, de façon organisée. Et vous allez voir dans les jours qui viennent que nous allons verrouiller encore d'un cran pour favoriser le développement industriel de la transformation du bois au Bénin et favoriser également les artisans qui sont dans la production des meubles et consorts. Mais cela dit, il n'y a pas une seule opération, il n'y a pas un seul projet. Et ce n'est pas seulement dans le secteur du cadre de vie. Hein. Regardez l'énergie, regardez le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Vous verrez que le ministère du cadre de vie est impliqué dans tous les projets. Je suis sur le terrain pour regarder l'hôpital de référence qui se construit à Calavi. Je suis sur le terrain pour les infrastructures militaires. Je suis partout parce qu'il y a également une démarche de verdissement de tous ces projets qui fait que systématiquement, vous savez, la comptabilisation émetteur, puis ce n'est pas seulement au niveau du Bénin qu'on le fait. C'est d'autres organismes au niveau international qui certifient vos données et qui vous disent aujourd'hui vous devenez puis vous n'êtes plus émetteur. Donc c'est très sérieux et je pense que à court terme, je dis horizon 5 ans, à moyen terme, horizon 15 ans, nous verrons les efforts de tout ce que nous faisons aujourd'hui et qui procèdent essentiellement de la vision et de l'ambition qui sont inscrites dans le PAG. Alors, il y a aussi le plan d'adaptation nationale qui est en train d'être rédigé, déjà presque fini. Il y a aussi notre contribution déterminée au niveau national qui sont dans la main des éléments clés. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu que faisons-nous pour permettre aux populations d'être plus résilientes face au changement climatique, monsieur le ministre? Oui, vous avez parlé effectivement du plan national d'adaptation qui le Bénin a satisfait, vous l'avez su, à toutes les exigences au niveau international. Faire les contributions déterminées, faire les nouvelles contributions, actualiser, augmenter nos engagements, mais en interne, la loi sur le changement climatique, la stratégie sur le changement climatique, la stratégie de développement sobre en carbone, résilient au changement climatique, tout ça, nous sommes passés par la grille de tout ça. Donc le Bénin est à jour totalement vis-à-vis de l'international que vis-à-vis de ce que nous devons faire en interne pour avancer. Pourquoi j'insiste là-dessus? On peut penser que, comme on le fait dans certaines communes, élaborer un PDC est une exigence de la loi. Oui. Beaucoup de communes ont élaboré les plans de développement communaux, les ont rangés dans les tiroirs et puis on passe la mise en œuvre, excusez-moi le terme, personne ne s'en préoccupe. Il y a beaucoup d'États, malheureusement, qui encore ont élaboré des CDN, y compris actualisés, qui ne sont pas accrochés au contenu, à leur programme, j'allais dire d'action du gouvernement ou le programme de développement national. Le CDN actualisé du Bénin est totalement intégré dans le PAG. Et vous le verrez quand le PAG 2 sera lancé, qu'il n'y a pas un seul projet, puisque nous savons aujourd'hui qu'il nous faut près de 10 millions et demi, 10 000 millions et demi de dollars pour mettre en œuvre notre CDN actualisé. Et que tous les projets du PAG, de tous les secteurs, énergie, agriculture, eau, éducation, santé, cadre de vie qui nous concernent, où nous avons, dans le cadre de vie, nous avons l'aménagement du territoire, nous avons le développement urbain, nous avons l'habitat, la construction, qui est un gros secteur émetteur, on n'en parle pas aussi souvent. Nous avons les aires protégées, et nous avons la foresterie et tout, que chacun des projets est imprégné des objectifs du CDN actualisé. Et que le premier outil financier de mise en œuvre de nos CDN, c'est le budget national. Ce n'est pas la finance climatique, ce n'est pas les apports, ce n'est pas ce que les gens nous donnent, mais ce que nous mobilisons nos ressources pour faire. Et c'est pour ça que, dans les actions que le Bénin a conduit de façon structurée, aujourd'hui, la planification budgétaire a intégré les changements climatiques. Nous avons conduit un projet PASS-PNA avec la GIZ, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes assis à la table du ministre des Finances et de l'Économie et du ministre du Développement pour opiner sur chaque projet qui va être inscrit dans le plan d'investissement. Monsieur le ministre, en 2016, vous avez participé à la COP 22 à Marrakech et depuis tout ce temps, nous n'avons plus le plaisir de vous rencontrer pendant ces COP précédentes. À la COP 26, vous êtes là avec nous, c'est une joie de vous voir. Alors dites-nous, certainement vous avez un message fort qui a fait que vous avez fait le déplacement essentiellement pour cette COP. Quelles sont vos attentes pour la COP 26 alors?
D'abord, je refute l'idée qui dit que depuis 2016, je n'ai plus jamais participé à la COP. Il ne s'agit pas de la participation de la personne du ministre. En présentiel. Il s'agit de la participation du Bénin, de la participation de la délégation structurée et composée, conduite par la Direction générale de l'environnement et du climat. Et quand vous voyez le DGEC, vous me voyez, je suis présent. C'est vrai que le même à Cotonou, je participe à la COP. Je suis très présent et mes équipes vous diront que j'ai un compte rendu quotidien de ce qui se passe à la COP. Donc il y a plusieurs. J'ai choisi de venir, c'est vrai, parce que Glasgow est une étape depuis l'initiative de Marrakech où on a essayé de dire, on relance un peu un certain nombre de choses, d'initiatives en faveur de l'Afrique, les États du Sahel, les États du bassin du Congo et les pays insulaires. Nous avons l'impression que les choses patinent. Nous avons l'impression que depuis 2009, la promesse qui a été faite de mobiliser les 100 milliards en faveur des États n'a pas progressé outre mesure. Et nous nous demandons si nous ne nous organisons pas autrement, en apportant de la créativité, de l'innovation et en apportant sur la table les expériences de chaque pays pour que l'Afrique redéfinisse sa démarche de travailler. Voilà la raison pour laquelle, physiquement, j'ai choisi d'être là. Et je l'ai dit à l'entame, à votre première question, que je voulais parler des choses que le Bénin fait, qui vont dans le sens de construire une meilleure résilience pour nos États vis-à-vis des changements climatiques. D'accord. Nous parlons de changement climatique. Également, vous êtes un humaniste et nous constatons vos différentes actions sur le terrain. Nous avons l'impression que vous vous préoccupez beaucoup plus que de l'habitat, que de l'environnement, que des changements climatiques. Monsieur le ministre, si nous prenons l'ODD 13 qui aborde les changements climatiques, concrètement au Bénin, quels sont les risques climatiques que nous vivons dans notre pays? Vous avez d'abord... Je ne sais pas si aujourd'hui on peut faire de l'urbanisme, de l'habitat, de la construction, sans faire de la planification climat, madame. Ce n'est pas possible. Le cadre de vie n'est pas en dehors du climat. Je ne vois pas quel est l'urbaniste, quel architecte qui se respecte aujourd'hui. Tous les projets du Bénin sont soumis au certificat de conformité environnementale et sociale. Ce n'est pas seulement les projets financés par les partenaires. Le gouvernement du Bénin en a fait une exigence. Vous venez avec un projet d'agriculture, vous venez avec un projet d'énergie, vous venez avec un projet d'infrastructure, vous passez par le filtre et la notation de l'étude d'impact environnemental et social et donc la délivrance du certificat de conformité adossé à un PGES, le plan de gestion environnementale et sociale. Et donc, il n'y a pas de planification urbaine aujourd'hui qui ne soit pas fondamentalement une planification climat. C'est pour ça que vous verrez que nous faisons des routes qui vont être 3, 4, 5 fois plus durables que ce qu'on faisait avant. C'est ça qui fera que vous verrez que... c'est ça qui fait que vous verrez que nous construisons des ouvrages d'assainissement qui apportent une réelle résilience à notre cadre de vie. C'est la même démarche qui a guidé la protection côtière. Bientôt, nous allons nous attaquer au lac Noko, les études sont en cours, et la rivière de Porto-Novo. Vous verrez également que dans le PAG, il n'y a pas de démarche purement sectorielle. Il y a une démarche intégrée. Les infrastructures, le cadre de vie, l'énergie, l'agriculture, l'eau sont imbriqués et un projet en tient un autre. Et le seul filtre qui permet de les jauger, de les évaluer, c'est le filtre environnemental. C'est notre cadre de vie et je revendique fondamentalement ma dimension environnement et par rapport à tout ce qu'on fait, parce que les gens peuvent avoir l'impression qu'au cadre de vie, les projets qui mobilisent le ministre... Ouais, c'est l'habitat. Non, c'est les projets phares. C'est les projets phares du gouvernement. Du PAG. Simplement parce qu'il y a une forme de subsidiarité et de délégation. Vous savez, dans le PAG, vous avez les projets phares, vous avez les projets prioritaires et vous avez les autres projets qui peuvent être conduits par les directeurs, qui peuvent être conduits par le cabinet. Mais les projets phares, le ministre s'en occupe parce que c'est une exigence du chef de l'État, raison pour laquelle vous avez vu que les projets phares, sur les 99 projets phares du premier PAG, 45 projets revenaient au cadre de vie. La moitié pratiquement. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas mobile. C'est ça qui fait que des fois,
on peut avoir l'impression que le ministre est mobilisé uniquement que sur, mais ce n'est pas le cas. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai que L'un des premiers projets que j'ai porté, Ouais. Oui, monsieur le ministre. c'est la gestion déléguée et la réhabilitation du parc Pendjari. D'accord. Et donc, je vous laisse Alors, monsieur le ministre, je voulais apprécier évoquer une vous-même. question qui est quand même fondamentale. C'est vrai que le président l'avait évoqué à Marrakech, à la COP22. C'est le centre Sirac. 6 ans après, où en sommes-nous? Est-ce que ce projet vit toujours? Ce projet vit toujours, progresse. Progresse parce que, vous savez, on est à la 26e COP, là, maintenant. Peut-être qu'on en aura encore 20 autres COP, je n'en sais rien. Mais les États africains n'ont pas beaucoup de temps pour régler leurs problèmes. Nous avons des problèmes urgents. Est-ce que chaque année, nous allons venir pour progresser d'un petit pas? C'est des questions que nous nous posons. À Marrakech, en 2016, l'initiative présidentielle portée par le président Talon était de créer au Bénin le CIRAC, qui est le Centre international de recherche sur l'adaptation de l'agriculture tropicale au changement climatique. Il faut que nous fassions une démarche diplomatique. Nous sommes appuyés par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour que les Nations Unies, le secrétariat, accepte de prendre une résolution qui dit « Le secrétariat a décidé que ce centre sera au Bénin » et de porter l'initiative du président Talon. Si nous tenons qu'au Bénin, on rentre au Bénin, on fait tout ce qu'il faut, on a fait toutes les études de faisabilité, on peut lancer le centre demain. Mais nous avons besoin du portage du secrétariat des Nations Unies et c'est ce qui fait que, vous savez, tout le monde sait qu'à Katowice, ça a été inscrit, débattu. Oui. Malheureusement, après ça, Madrid n'a pas permis d'avancer. Oui. Le Covid est passé par là et tout le reste. Et aujourd'hui, nous sommes à Glasgow. Nous sommes à Glasgow et je ne suis pas encore certain que la décision sera prise. Toujours est-il que le Bénin a pris la décision de s'appuyer sur IITA, qui est le centre régional de recherche sur l'agriculture tropicale, adossé à la dimension changement climatique et avancer sur le projet parallèlement à la décision des Nations Unies. C'est une façon plus pratique de faire les choses et mes collaborateurs ont été instruits pour qu'on pousse parce que c'est un besoin, c'est une attente. Vous avez vu que dans les secteurs de vulnérabilité, l'agriculture pour nous vient en tête. C'est le premier secteur que nous avons étudié. Le transport. Après, il y a le transport, il y a l'énergie, et ainsi de suite. Il y a même le développement urbain désormais. Oui. Ça, je me suis battu personnellement pour que ça vienne là. Pourquoi? Parce que l'urbain porte tous les secteurs. Le territoire, qui est la façon la plus intégrée de croiser les secteurs, multiplie les impacts. Celui qui fait une action dans le secteur privé peut toucher tous les secteurs à la fois et faire avancer globalement parce que nous avons une concentration démographique qui permet également de multiplier les impacts sur les personnes qui sont touchées par les effets bénéfiques des différents projets. Monsieur le ministre, nous tentons déjà vers la fin de cette émission. Quelle autre idée avez-vous à partager avec nos chers téléspectateurs? L'idée fondamentale que moi j'ai apprise de la conduite du programme d'action du gouvernement, puisque c'est de ça que je veux parler, c'est que la première solution à nos problèmes de changement climatique, le premier outil de lutte contre les effets pervers du changement climatique, c'est le budget national de nos pays. Ce n'est pas les ressources internationales. Pour moi, tout ce qui est mobilisable et au niveau international, la finance climatique, je veux parler du fonds d'adaptation, je veux parler du fonds vert pour le climat et tout ce qui tourne autour doivent être des compléments à notre effort national. Ce qui veut dire que quand un gouvernement investit dans les infrastructures, investit dans l'éducation, investit dans la santé, investit dans le cadre de vie et dans l'industrie, vous avez vu le secteur privé est venu avec nous. La démarche doit être une démarche fondamentalement screenée par les changements climatiques. À partir de ce moment-là, nous sommes beaucoup plus à l'aise de discuter avec les autres. Et nous ne percevons pas la finance climatique, le fonds vert consort, comme un don ou une faveur qu'on nous fait. C'est un droit légitime. Ce sont nos ressources. Il y en a qui polluent. Et nous subissons au niveau international les effets. Il faudrait que justice nous soit faite et que ces ressources soient mises à notre disposition avec moins de rodéo, si vous permettez le terme, moins de complications
Parce la procédure est très longue. Hein. Oui, c'est fait exprès, vous le savez. Et donc tout ça, l'Afrique, avant d'aller revendiquer ça, doit d'abord faire l'effort de dire, si j'utilise 1 franc chez moi, je dois le dépenser en respectant la compatibilité avec la solution climatique. C'est fondamentalement ce que moi, le PAG m'a appris et c'est ce que je voudrais partager avec tout le monde. Merci, Monsieur le ministre. Merci William Tchoki d'avoir animé cette émission avec moi également. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Nous avons eu le plaisir de recevoir dans cette émission le ministre José Donato. Il est le ministre du cadre de vie et du développement durable. Suivez toute l'actualité sur la COP26, sur ODD TV, également sur l'ORTB. Merci, au revoir.